Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette newsletter prévisionnelle 2023. Nous sommes le 26 décembre 2022. J'espère que vous avez passé un bon Noël et que vous avez été copieusement gâtés. Comme chaque année, effectivement, je vais donner mes prévisions pour l'année prochaine à 6 mois. D'accord? Ça, je le répète encore une fois, puisque il est très difficile de se projeter sur l'avenir en ce qui concerne les marchés financiers. On peut aller jusqu'à 6 mois maximum. Bon, honnêtement, j'ai ma petite idée. Mais il n'y a absolument rien de sûr. J'ai ma petite idée pour la fin de l'année prochaine. Mais avant de vous présenter mes prévisions 2023, bien évidemment, nous ferons un point graphique pour cela. Je vais m'appuyer sur les graphiques, puisque c'est écrit sur le graphique. Je vous le redis encore une fois, c'est marqué sur le graphique. Sauf que, en ce qui concerne fin décembre 2023, ce n'est pas encore marqué sur le graphique. Voilà, c'est pour ça que c'est très difficile. Donc avant de vous présenter mes prévisions pour 2023, nous allons faire le bilan de l'année. L'année 2022 n'est pas terminée, il reste 4 journées de bourse. Bon, à mon avis, ça va être très très calme parce qu'en général, cette semaine-là, entre Noël et le 1er de l'an, il y a très peu d'échanges et très peu d'intervenants. C'est une année marquée par la volatilité, une volatilité très importante à la hausse ou à la baisse. Ce que je veux dire par là, c'est que ça baisse très fort. Et en fait, la question que vous allez vous poser à un certain moment, c'est que là, ça va s'effondrer. D'accord? Voilà. Donc c'est ça. Et après la volatilité à la hausse, vous pouvez éventuellement penser que le marché va repartir parce que la hausse, elle dure. Et de toute façon, nous avons eu quand même, sur ce dernier rebond, lors de ce dernier trimestre, 10 semaines consécutives de hausse, ce qui ne s'est jamais produit dans l'histoire de la bourse. Voilà. Vous n'avez jamais eu 10 semaines consécutives de hausse, même lors des phases de reprise en 2003 et en 2009. D'accord? Donc une volatilité importante, des excès importants à la baisse ou à la hausse, puisque maintenant, voilà, c'est électronique, ce sont les robots qui font les cours. Hein, donc cela provoque des excès. Et si vous suivez mes newsletters, vous n'êtes pas surpris, puisque je l'ai longuement expliqué. Tout le monde suit le mouvement. Hein, c'est pour ça que nous avons eu 10 semaines consécutives de hausse et que nous aurions pu penser éventuellement que c'était terminé. Parce que maintenant, la stratégie algorithmique ne tient pas forcément compte de la macro. Cet excès et cette volatilité qui vous aura demandé une certaine expertise et une certaine présence, une lourde présence sur les marchés financiers pour pouvoir peut-être espérer effectuer une année convenable. Mais ceci est très difficile, surtout pour les investisseurs qui ont un petit capital. Une présence, de l'expertise, ça va bien connaître la technique, avoir une stratégie, donc déjà ça s'est pas donné à tout le monde. Et puis si vous avez un petit capital, vous êtes, je dirais, en première ligne parce que vous avez vu ce qui s'est passé et ce qui se passe maintenant régulièrement. Si l'on prend les derniers exemples, Sanofi, Téléperformance et EuroAPI. Voilà. Bien évidemment, il y a Orpea. Il y a Atos, il y a Forestia, il y a Valeo, il y a Ubisoft, voilà, et beaucoup d'autres, des valeurs qui sont littéralement massacrées. Et maintenant, je dirais que le sport national, c'est de faire un petit 20-25% sur une petite mauvaise nouvelle, ou alors bien formulé, vous voyez, donc maintenant c'est le tarif. Sanofi, Téléperformance et EuroAPI, c'est ça, de très bonnes valeurs. Hein. Cela veut dire que si vous avez un petit capital et que vous avez bien sûr diversifié, vous n'êtes pas à l'abri de subir un moins 20, moins 25, voilà, sur votre capital, alors que bon, la valeur, voilà, c'est plutôt une bonne valeur. Et
ça va vous poser problème parce que votre capital est faible et parce que vous n'avez plus forcément de liquidité. Donc le marché, cette année, c'est de la volatilité, de l'excès, une présence indispensable, et ça bien sûr tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas être présent tous les jours sur les marchés pour pouvoir en tirer quelques bénéfices et beaucoup de dangers puisque maintenant le marché, il est comme ça et vous êtes littéralement menacé si vous possédez un petit capital. Comme je vais vous le montrer, nous avons un crack en cours. Un crack en cours sur le Nasdaq et le SP500. Pour le CAC 40 et pour le Dow Jones, c'est un peu différent, hein, parce que là, voilà, je vais en venir après sur l'actualité, mais en gros, on va avoir le crack, les investisseurs sortent massivement des actions, mais aujourd'hui, la Chine a terminé en hausse, et quand j'ai vu cette nouvelle, les investisseurs sortent massivement des actions, moi j'ai pensé tout de suite à Stan Weinstein, immédiatement. Et d'ailleurs, immédiatement, lorsque je vois ce genre de nouvelles, les investisseurs sortent massivement des actions, peut-être, mais on verra bien, puisque je vous le répète assez de ne pas écouter les autres, de vous écouter vous-même. On verra bien, et notamment lorsque je vais analyser les indices. Est-ce qu'on va avoir le crack en 2023? Enfin, est-ce qu'il va se poursuivre? Est-ce que ça va être terrible 2023? Voilà, vous aurez une petite idée après avoir vu mes analyses. Alors, sur le Nasdaq et le S&P 500, ça ne va pas bien. Apple résiste encore. Mais pourquoi nous avons notre crack? Enfin, crack sur indice. Oui, on peut dire que c'est un crack en cours. Hein, ce n'est pas encore très méchant, je dirais, sur l'indice par rapport au crack 2001-2008. Mais cela se comprend parce qu'en fait, c'est le crack GAFAM. Hein, c'est-à-dire que le poids des GAFAM était très important dans le S&P et le Nasdaq, c'est pour ça qu'il y a une forte chute. Mais c'est plus un crack sur valeur en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui se comportent pas trop mal, comme Total, le luxe, Apple, voilà, il y a bien d'autres valeurs qui se comportent bien. Alors qu'un crack, un vrai crack, la psychologie est vraiment atteinte. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc là, c'est un véritable massacre. Bon, on ne peut pas dire que tout baisse, mais c'est quand même un véritable massacre sur l'ensemble de la cote, ce qui n'est pas le cas. Là, c'est véritablement un crack sur valeur. Là, vous pouvez très bien vous en sortir, ça dépend ce que vous avez acheté. Mais ce que je veux dire, c'est que dans un même secteur, il y a une valeur qui peut s'en sortir et les autres non, ce qui est absolument anormal. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'anormalité, lorsque le Nasdaq chute, et il chute quand même considérablement, le CAC 40 chute plus. Et nous voyons que le CAC 40 perd à peu près 10%. Il résiste bien comme le Dow Jones, puisqu'il est pondéré surtout en valeur de luxe et également Total a un poids assez important. D'ailleurs, Total a été longtemps la première capitalisation du CAC 40, ce qui fait que le CAC 40 y tient. Mais ça, c'est totalement anormal puisque 2022, c'est l'année où il y a eu le plus de baisse de 1% sur le CAC depuis 2008. Et 2008, la baisse était de 42,68% sur le CAC 40. Donc, je vous le répète, si nous étions vraiment dans un vrai crack, il y aurait le crack sur Total et sur les valeurs du luxe, même si ça va bien. Parce que voilà, je vends tout, parce que voilà, ça va pas bien. J'ai besoin de liquidité. Et même si la valeur a de bons résultats, je vends la valeur. Donc, vous voyez, c'est un petit peu changé. On peut parler de crack, mais il y a des valeurs qui s'en sortent. Donc, c'est du cas par cas. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, maintenant, vous faites ce que vous voulez avec l'algorithme. Vous pouvez maintenir à flot une valeur, voilà, parce que vous avez décidé d'initier un mouvement vers le haut sur cette valeur. Et voilà, il peut y avoir une valeur dans le même secteur, mais qui va faire l'inverse. Donc, vous voyez, on n'est pas dans le phénomène tout baisse. Alors, est-ce que ça va se produire en 2023? Ça, je vais vous le dire après. C'est le cas par cas. Mais ça, j'en avais déjà parlé du cas par cas. Voici une irrégularité de marché et l'autre irrégularité, c'est ce qui s'est passé effectivement sur ce rebond de 10 semaines
Ou maintenant, est-ce que l'inflation a atteint un pic? Les banques centrales remontent de manière moins agressive leurs taux d'intérêt, mais les banques centrales ont bien précisé, je vais en parler après, mais là c'est important d'en parler sur le bilan, elles ont bien précisé que les taux allaient continuer à monter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés ont monté. Les marchés ont effectué un rebond de 10 semaines jusqu'à faire un signal d'achat. Hein? Un signal d'achat, c'est pour ça que je mettais la fin du crack pour l'interrogation, avant de repartir en arrière, parce que je l'ai bien expliqué sur mon groupe Facebook, la figure du CAC 40, voilà, la probabilité de baisse est très élevée. Alors effectivement, là, c'est ce qui se passe, mais ça a monté avant, et ça a même, je dirais, monté plus que le nécessaire avec un signal d'achat où l'on aurait pu penser que finalement, on aurait pu peut-être sortir de cette phase baissière. Vous voyez? Donc, les banques centrales, ok, on va continuer à monter les taux de manière moins agressive, donc le marché monte. En gros, voilà, ça va aller, et puis finalement, les banques centrales finiront par baisser les taux. Voilà, on se dit, on imagine plein de choses. Mais ce que vous remarquez, c'est que la baisse actuelle des marchés, c'est exactement pour la même raison, en fait. D'accord? C'est-à-dire que le prétexte, on va continuer à monter les taux de manière moins agressive, certes, mais on va continuer à les monter, ça monte. Et là, on vous dit, ah ben en fait, les banques centrales vont continuer à monter les taux. D'accord? Donc, voilà, je vends le marché. Et ça, cela ne s'est jamais produit. C'est-à-dire que, effectivement, oui, la banque centrale continue à monter les taux. Alors, si vous pensez que, effectivement, ça va s'arranger, ça monte, pas de problème. Mais vous n'allez pas faire baisser le marché pour la même raison. Et là, c'est ce qui se passe. Donc, vous voyez que nous sommes bien évidemment dans la manipulation, mais attention, ce n'est pas péjoratif quand je cite ce mot. Hein. Mais je dirais plus dans la stratégie. Quelle stratégie je mets en place avec mes fonds très importants, mes algorithmes pour justement piéger mes adversaires qui, eux, sont plus faibles en capital et qui n'ont pas forcément d'algorithme. Donc là, une présence importante sur les marchés, une vision de marché, voilà. Mais c'est vrai que dans ce genre d'année, la plupart des particuliers disparaissent ou ont de lourdes pertes parce que voilà, ils sont piégés par la volatilité. Les actes sont dictés par leurs émotions et ils ne supportent pas. Et puis voilà, finalement, ben, ça se termine très mal. Et j'en viens effectivement au crack sur les crypto-monnaies. Et ce n'est probablement pas terminé, mais si vous voulez, moi je ne suis pas surpris. Les crypto-monnaies, c'est un effet de mode. C'est comme les startups Internet. Donc, je l'ai dit maintenant il y a longtemps, ça va s'effondrer. Et là, ça commence. Et beaucoup de personnes ont perdu de l'argent puisqu'ils rêvaient. Voilà. Je vais devenir riche sans rien faire et en déposant une petite somme. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà, ce crack sur les cryptos, mais je ne suis pas surpris. Effet de mode. Il y aura autre chose plus tard, autre chose, voilà, dans quelques années, ce sera autre chose et ce sera la même chose parce que beaucoup de personnes se font piéger. Et nous avons eu en 2022 également, ce qui n'arrange rien, le conflit russo-ukrainien. Alors voilà, des guerres, il y en a tout le temps. Et bien sûr, ce sont les innocents, mais sûr, qui payent le plus lourd tribut à ce genre d'événement. La guerre en Ukraine, et bien effectivement, ça accélère le processus inflationniste. Mais le processus inflationniste est venu de la politique généreuse des banques centrales. La guerre en Ukraine, et ce qui est relativement terrible pour l'humanité, il faut le dire, mais c'est la nature humaine de faire la guerre. Il y a toujours des intérêts derrière une guerre. Et bien ça accélère ce processus inflationniste, mais ce n'est pas la vraie raison du processus inflationniste. La vraie raison, c'est la politique des banques centrales. Donc une année très difficile, très volatile, très excessive, où il faut avoir une vision, une stratégie, il faut suivre les marchés, et le genre d'année où beaucoup de particuliers disparaissent de la circulation, parce que vous êtes dans un domaine très difficile. Et ce qui était vrai demain ne l'est pas forcément aujourd'hui. Et d'ailleurs, chez les professionnels, c'est une année catastrophique pour beaucoup d'entre eux, effectivement, puisque beaucoup suivent les analystes.
Et même chez de grands professionnels, comme l'on voit Cathy Wood, par exemple, avec son fonds ARC Innovation qui perd 66%, vous imaginez? Voilà. Donc, très difficile de sortir son épingle du jeu sur l'année 2022, bien évidemment. Il faut croire en vous, se battre, travailler, d'accord? Croire en vos capacités, analyser vos erreurs. Voilà, c'est ça en fait. Si vous voulez être trader, si vous voulez réussir, eh bien, il faut travailler, avoir confiance en soi et surtout se remettre en question. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel pour le bilan. Maintenant, nous allons parler un petit peu de l'actualité et nous allons nous projeter vers l'année prochaine, l'année 2023 sur les marchés financiers. Alors l'année 2023, eh bien voilà, nous voyons fleurir actuellement, c'est la période de tous les prévisionnistes. Voilà, ceux qui ont une boule de cristal et qui vont vous dire ah ben oui ça va se passer comme ça. Le problème c'est que ces prévisionnistes se trompent à chaque fois. Voilà. Donc analysez le marché, comment je vois la chose, voilà. Ayez votre propre expertise. Et les prévisionnistes, disons que moi grosso modo, voilà, comme je vous ai dit, j'ai ma petite idée. Et je sais que, bon, moi, je regarde un petit peu, je m'informe, parce que je suis là pour vous informer, que déjà, bon, je sais, grosso modo, ce qui ne va pas arriver. Donc, si je vois un qui raconte ça, voilà, mais voilà, c'est l'époque des prévisionnistes, donc c'est toujours pareil, faites-vous votre propre expertise en analysant le marché. Moi, je vais vous la présenter, voilà, avec les indices, parce que je vous le dis clairement, c'est marqué sur les indices, et c'est vrai. C'est ça la réalité. Il n'y en a pas beaucoup qui le disent, hein, parce qu'en général, là c'est sûr qu'on ne va pas vous le dire. Mais c'est ça la bourse. C'est marqué sur les indices. Donc on fera cette petite analyse, et voilà, moi je vous donne mon avis. Après, bien évidemment, je sais très bien que c'est très difficile de prévoir, voilà, de dire, ben, à fin juin, on sera, voilà. Mais après, j'ai surtout beaucoup de choses à vous dire par rapport au premier trimestre. Donc, passons maintenant, après ces petits prévisionnistes, passons à cette fameuse inflation qui est là, qui est présente. Et voilà, c'est le problème, l'inflation. Hein. Cette inflation, ces taux d'intérêt, les taux obligataires, voilà, la crise économique. Parlons-en maintenant. La question qu'il faut se poser, est-ce que l'inflation a atteint son pic et quelle sera l'ampleur de la récession ? Le ralentissement économique est là, on le voit avec la contraction des secteurs manufacturiers et des services. Par contre, le risque qui prédomine actuellement, c'est une continuité de la hausse des taux d'intérêt plus longue que prévu et une inflation qui justement n'est pas arrivée à son pic puisque la consommation des ménages américains résiste, le marché du travail se porte bien, l'indice des prix, la dernière statistique est supérieure aux attentes, l'indice des salaires est supérieur aux attentes et les prix et la production continuent à augmenter. Il y a une totale confusion chez les intervenants, cela va d'un extrême à l'autre. Goldman Sachs dit que l'inflation va fortement refluer d'ici le mois de décembre 2023 à 2,9. JP Morgan pense que les taux vont s'arrêter de monter à 5%. Jérôme Powell, lors de sa dernière intervention, a fait de la com. Voilà, il dit en gros, nous sommes arrivés dans une zone suffisamment restrictive, qu'on va continuer à monter les taux tout doucement, et que nous ne sommes pas loin d'un niveau qui va permettre à l'inflation de refluer. Sauf que James Bullard et également son collègue de la Réserve fédérale de Saint-Louis dit exactement le contraire, que nous ne sommes pas arrivés dans une zone suffisamment restrictive, que l'inflation va continuer à monter, qu'il faudra des taux d'au moins de 6,9% pour commencer à faire refluer l'inflation. La lutte contre l'inflation n'est pas terminée. La Banque Centrale Européenne est encore beaucoup plus agressive en disant que même si l'économie ralentit, on continuera à monter les taux. En gros, il y a danger. Philippe Lane annonce que le resserrement monétaire va être intense, qui va se poursuivre et que ce sera douloureux. La Banque Centrale Européenne avertit sur la stabilité financière de la zone euro, rien que ça. Parce qu'effectivement, il y a un risque sur les ménages, sur les entreprises,
avec la hausse des prix de l'énergie, la hausse des taux d'intérêt qui va augmenter la volatilité sur les marchés. Les États sont très endettés, effectivement, le coût de la dette va également augmenter avec l'augmentation de ces taux d'intérêt. Vous voyez que, comme on le dit, quand l'inflation démarre, c'est très difficile de l'arrêter. Les licenciements vont être très importants, on le voit chez Amazon et chez Tesla. L'agence de notation S&P Global prévoit un triplement des défaillances d'entreprises, justement à cause notamment des coûts d'emprunt, mais effectivement, voilà, la hausse de la facture énergétique, on le voit, ces petites entreprises, voilà, qui voient parfois leur facture d'électricité être multipliée par 10. Michel-Édouard Leclerc a quand même dit qu'il s'attend à un tsunami inflationniste l'année prochaine. Voilà, on va dire que ce n'est pas très engageant. La conséquence de tout cela, ce sont les avertissements sur résultats des entreprises lors du premier trimestre. Voilà, les résultats américains, c'est pour bientôt, c'est mi-janvier, et en Europe également. Voilà, les avertissements, ces taux d'intérêt élevés, cette inflation, cette augmentation des facteurs de l'énergie, ça va créer des avertissements. Une révision à la baisse des bénéfices et donc des indices qui vont s'enfoncer dans le rouge, puisque Deutsche Bank, par exemple, prévoit une baisse supplémentaire pouvant aller jusqu'à 25% pour les marchés. Morgan Stanley le dit également, le point bas n'a pas été atteint. Les GAFAM vont continuer à chuter. Voilà, effectivement. Donc, toute cette politique de ce réenchérissement de la dette, de nécessité de monter les taux d'intérêt pour contrer l'inflation, va se faire sentir véritablement en 2023. Et là, effectivement, c'est le grand plouf, le crack, le vrai crack, ce sera en 2023, comme le dit Morgan Stanley. Et après, bien évidemment, nous avons toujours le risque systémique. L'aggravation, c'est-à-dire qu'encore un événement extérieur qui vienne aggraver cette situation. Bon, la guerre en Ukraine, par exemple, effectivement, si ça dégénère. Donc là, les marchés détestent les certitudes et la peur peut se faire sentir. Et puis, nous avons également Crédit Suisse qui est dans une situation délicate. L'immobilier chinois, toujours pareil, ça fait un moment que, voilà, on le sait avec Evergrande, par exemple. Et les crypto-monnaies. La déroute de FTX, les acteurs majeurs de la crypto-monnaie qui s'effondrent les uns après les autres. Voilà, tout cela, tous ces événements qui s'emboîtent peuvent présenter des risques systémiques pour la finance internationale. Donc, vous voyez que là, le tableau est noir. C'est noir, il n'y a plus d'espoir. On est loin d'avoir atteint les plus bas, le crack en 2023 avec les avertissements, les défaillances d'entreprises, le risque ukrainien, le risque immobilier chinois, les crypto-monnaies. En gros, ça va s'effondrer, on vous le dit, ça va s'effondrer totalement. Alors, moi maintenant, je vais vous montrer les graphiques et je vais vous donner mon avis, je vais vous expliquer, vous allez voir que ce n'est pas exactement cela. Et puis, ce que vous savez maintenant, c'est que ça peut être mauvais, mais le marché peut l'interpréter différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être mauvais, mais si c'est moins mauvais qu'anticipé, en sachant que les analystes ont toujours tendance à abaisser drastiquement leurs prévisions, voilà, pour éviter justement que les avertissements soient trop importants, le marché peut finalement bien interpréter ces résultats et voilà, hein, peut-être que finalement le crack ou la continuité du crack, l'effondrement total n'aura pas lieu en 2023 comme le dit Morgan Stanley, parce que le marché va en dessiner autrement. C'est ça le truc, c'est pas parce que c'est noir que le marché va systématiquement se diriger vers le bas. Voilà, et ça vous le savez très bien. Entre ce qu'on dit et ce qui se passe, il y a une différence. Donc maintenant, faisons le point sur les indices, le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones et le CAC 40. Alors, le point sur les indices, cela va être assez rapide, hein.
On va pas mettre 3 heures, je ne vais pas mettre 3 heures pour vous expliquer les choses de manière claire. Là, donc, c'est le Nasdaq 100, vous êtes en hebdomadaire. En haut, là, d'accord? Hebdomadaire. Les cours sont en dessous d'un Kumo span descendant. Vous avez votre moyenne 30 semaines ici qui est descendante, d'accord? Donc, nous sommes sur une phase 4 de Weinstein. Et donc, le Nasdaq peut très bien enfoncer son point bas du mois d'octobre 2022 ici. D'accord? Là, c'est vraiment totalement baissier. Hein? Lorsqu'on est au-dessus du Kumo span, voyez le curseur ici, les cours restent au-dessus du Kumo span. Lorsqu'on casse le Kumo span, qu'on passe en dessous, le retournement de la moyenne 30 semaines, on passe dans une phase baissière. Donc, ce que l'on peut dire pour l'instant, au niveau du Nasdaq, c'est que la baisse peut bien évidemment continuer et les points bas peuvent être enfoncés et on le voit également en jour. C'est clair et net. Les hauts de plus en plus bas, les bas de plus en plus bas. Vous voyez que là, on a quelques cumos bleus, mais voilà, hein, c'est rien du tout. Et que l'on vient de casser un cumo vert, ce qui fait que là, nous sommes totalement baissiers sur le Nasdaq et que le point bas d'octobre peut être enfoncé dans cette situation puisque vous êtes en dessous d'un Kumo span descendant. Voilà. Donc au niveau du Nasdaq, c'est clair. Lorsque certains disent ce sera pire en 2023, c'est possible. Je dis bien que c'est possible. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Hein. Voilà, la nuance. Je vous l'ai dit, les résultats peuvent très bien être interprétés d'une manière différente par les opérateurs. Et le marché peut très bien monter alors que la situation ne sera pas forcément très bonne. Que fait le SP500 ? Alors voilà, les GAFAM, ils ont une pondération très importante dans le SP500. Donc le SP500 est également en phase 4 de Weinstein. Vous êtes en dessous d'un Kumo span, vous êtes en dessous, on est repassé en dessous de la moyenne 30 descendante. Donc là, vous voyez, ça peut continuer tranquillement à descendre. Hein. Ça peut être effectivement la catastrophe lorsqu'on voit cette figure. Et lorsque c'est comme ça en hebdomadaire, même si en jour c'est un petit peu mieux, on privilégie l'hebdomadaire. Donc c'est la tendance moyenne terme. Donc là on voit que c'est vraiment baissier et que le point bas également d'octobre 2022 ici peut être enfoncé. Hein. Les 3491 points peuvent être enfoncés en 2023 sur le SP500 en jour totalement baissier. Voilà, totalement baissier. C'est clair et net. Pour le SP500, on pourrait en tracer peut-être un à peu près par là aussi. Voilà, canal baissier sur le SP500. Alors voilà, le fait qu'un Kumo bleu apparaisse, voilà, ça ne veut pas dire que ça va repartir. Et vous voyez, ça casse à chaque fois. Et là, voilà. Donc là, vous voyez que c'est clairement baissier en hebdomadaire. Donc là, vous voyez qu'en jour, on essaie de maintenir le Kumo span bleu, mais là, c'est pas haussier. Hein. C'est horizontal, hein, d'accord ? Donc là, on peut dire, ben oui, s'il arrive à maintenir le Kumo span bleu et que l'on repasse l'ancien plus haut ici, hein, le plus haut ici, là, on peut repartir au moins sur un rebond court terme. Donc là, il faut casser ce bout de Kumo span, même si ce n'est pas représentatif ici d'une tendance haussière. Vous êtes d'accord? C'est baissier sur le SP500. Sauf qu'à la différence du Nasdaq, on essaie de tenir le Kumo bleu ici. On en saura plus déjà sur les 4 jours la semaine prochaine. Ben, cette semaine là, les 4 derniers jours de l'année, voilà. Donc c'est pas super sur le SP500, le Dow Jones. Alors voilà la différence avec le Nasdaq et le SP500, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, c'est baissier, mais on tente de s'extirper du Kumo span baissier ici. Donc là, ce n'est pas terminé. Et là, dans cette configuration, on peut partir par le haut, là. D'accord? Là, vous voyez, ce n'est pas la même chose sur le Dow Jones. Donc le scénario noir que l'on vous annonce pour 2023, il n'est pas écrit sur le Dow Jones pour le moment. Et on va le voir en jour d'ailleurs, hein. Là, c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que
on va repartir à la baisse. Mais dans cette configuration ici, vous voyez d'ailleurs que vous êtes au-dessus de Kijun-sen, ça peut monter. Donc attention, attention, ce n'est pas fait pour le Dow Jones. L'année noire n'est pas faite pour le Dow Jones, et si on le voit en jour, vous voyez la différence avec le Nasdaq et le SP500 sur le Dow Jones. Là, vous êtes au-dessus d'un Kumo-span bleu. Bon, on ne peut pas dire que c'est franchement haussier. Bon, c'est ça qui fait des angles, mais SSB qui reste plat, on ne peut pas dire que c'est franchement haussier, mais ça, il faut le casser, vous êtes d'accord? Le Kumo bleu, là. Ça, il faut le casser. Et ce n'est pas dit qu'il va se casser facilement. D'accord? Donc là, ce n'est pas pareil sur le Dow Jones. Et là, vu cette figure, il n'y a aucune garantie que les points bas d'octobre soient enfoncés sur le Dow Jones. D'accord? Parce que là, vous n'êtes pas sur une tendance baissière, comme on a pu le voir sur le Nasdaq et le SP500, notamment en hebdomadaire. Vous n'êtes pas sur une tendance baissière, vous êtes plutôt dans un range. Mais là, vous êtes au-dessus d'un Kumo-span bleu, c'est-à-dire que c'est plutôt positif, même s'il n'est pas montant. D'accord? Donc là, la garantie que le point bas sur le Dow Jones soit enfoncé, voilà. Je dirais que la probabilité n'est pas très élevée pour le moment. D'accord? Nous avons quand même un biais positif, en tout cas, sur le Dow Jones en jour, qui est toujours positif. Et le fait que nous ne soyons pas dans une tendance baissière totale en jour fait que le point bas, en fait, risque de résister et on peut très bien avoir un double bottom. Voilà. On va finir par le CAC 40. Le CAC 40 résiste bien. Alors, je vous l'ai dit, c'est pas normal parce que quand le Nasdaq chute, en général, le CAC 40, il est bien en dessous du Nasdaq. Et la pondération en luxe et donc également de Total fait que le CAC 40 résiste. Donc, le crack, vous voyez, il n'y est pas sur le CAC 40. Hein. On a de baisses fortes sur certaines valeurs, mais il n'y est pas sur le CAC 40 parce que là, vous voyez que le Kumon n'est pas franchement baissier là. Il est vert, mais il est plutôt horizontal. Il n'est pas franchement baissier. On a essayé de s'extirper justement de cette zone. Donc là, c'est un range. Vous voyez là? Là, c'est un range ici. On peut très bien dépasser le haut du range et partir par le haut en début d'année. C'est pas impossible. Hein. D'accord? Ce n'est pas du tout impossible. Hein. OK? Là, je vous parle bien de configuration. Quand vous êtes dans cette configuration, voilà, on peut repartir vers le haut. Là, c'est pas oui, mais oui, ça va être le crack. Non, c'est ce qui est marqué, c'est ça. Dans cette configuration, c'est ça. Hein. D'accord? Voilà. C'est ça la différence. Ce qu'on vous dit, c'est bien, mais sur le graphique, ça peut être différent. Donc là, on peut très bien, vous voyez, c'est comme le Dow Jones, partir vers le haut. Et en tout cas, maintenant, effectivement, il va falloir casser cette zone. C'est la raison pour laquelle je vous ai mis ces petites lignes rouges. Le premier support à la baisse pour le CAC 40 sera la zone des 5892, 5743 points. Ce qui veut dire que au moins à court terme, cela peut être le point bas. Il n'y a aucune garantie que, vous voyez que le point bas de septembre, pardon, est légèrement en dessous. Il n'y a aucune garantie dans cette configuration que le point bas de 2022 soit enfoncé en 2023. Voilà. D'accord? C'est clair. Cette zone fait office de support, donc effectivement, un retour en phase baissière du CAC 40 sur le court terme, nous aurions un retour de l'indice dans la zone des 5743, 5892, la zone que je vous ai indiquée ici. Et il n'y a aucune garantie qu'elle soit enfoncée, tant que le dernier support ici ne l'est pas. D'accord? Voilà. Le jour, vous voyez là ici par exemple, vous êtes au-dessus d'un Kumo haussier. Les nouvelles peuvent être mauvaises, vous êtes au-dessus d'un Kumo haussier. C'est ce qui a marqué ici. Hein. Et ça, c'est indéniable. Il peut y avoir la plus mauvaise nouvelle possible. Votre CAC 40, il est haussier. C'est donc, quand vous avez une nouvelle, vous regardez votre graphique. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire. Hein. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Voilà. Voilà ce qui se passe. Alors, c'est pas franchement haussier parce que SSB reste plat, mais bon, il y a quand même des angles successifs, on a des angles SSA. Donc, on pourrait penser éventuellement que le CAC 40 va reprendre un cycle haussier parce que je vous le répète ici, au niveau hebdomadaire,
Ça peut être franchi à la hausse. Si on franchit ici le dernier plus haut. Donc là, vous voyez, le petit scénario noir, notamment de Morgan Stanley, il est moins évident. Parce que moi, je veux bien. Mais cassons d'abord le Kumospan, d'accord? Et cassons ensuite le plus bas de septembre. Et là, bien évidemment, ce n'est pas gagné. Voici, mes chers auditeurs, il est temps de conclure cette newsletter, la dernière de l'année. J'espère que tout est clair pour vous. Quoi que l'on dise, ben voilà. Il faut lire votre graphique. Au niveau du Nasdaq et du SP 500, effectivement, c'est très mal orienté. Par contre, le Dow Jones, c'est surtout le CAC 40. Voilà, on peut repartir. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement paradoxal. Et nous ne sommes pas dans voilà, le crack, vraiment le vrai crack type 2001-2008. Plus, voilà, c'est plus un crack sur certaines valeurs, comme je vous l'ai dit précédemment. Et je souhaiterais donc ajouter quelque chose, donc effectivement à la baisse, parce qu'il y a de fortes chances que ça continue à baisser, bien sûr. On va voir, déjà les 4 derniers jours là, et puis le début d'année. Donc 5892, 5743 points en zone de support pour le CAC 40. Mais je souhaite rajouter quelque chose, c'est que selon mon avis, cela va se jouer au premier trimestre. C'est-à-dire que si le premier trimestre, on se maintient à ces niveaux-là, là où on est actuellement, donc je parle pour le CAC, hein, les 6700, 6800, ça va repartir vers le haut. Il y a peu de chances que ça s'effondre par la suite. Je dis bien peu de chances, d'accord? Donc j'ai approfondi mon étude. C'est au premier trimestre, selon moi, que cela va se jouer. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas très beau sur le Nasdaq et le SP 500. Bien sûr, les résultats, les avertissements, etc. Ce que nous prédisent les analystes, on verra bien à ce moment-là. Mais pour moi, c'est le premier trimestre qui est déterminant. Si l'on arrive à dépasser ces 1700, 6800, se maintenir à ce niveau-là, eh bien, je ne pense pas que le crack ait lieu. C'est vraiment la catastrophe. Arrivera au premier trimestre au niveau du CAC 40 et c'est vraiment au premier trimestre qu'il va falloir enfoncer les plus bas de 2022. Si ce n'est pas le cas, ce sera difficile par la suite. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Ne partez pas sans vous abonner. On se voit très bientôt. Nous sommes déjà le 26 décembre. Je vous présenterai mes meilleurs vœux pour 2023. Et également, il y aura une surprise. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et je vous remercie de votre fidélité.